Bonjour, bienvenue à cette capsule de formation portant sur l'évaluation et les surveillances cliniques des usagers atteints de la COVID-19, présentée par la Direction des soins infirmiers, volet pratique professionnelle et développement clinique. Cette capsule de formation vise principalement le milieu hospitalier, mais elle peut s'appliquer également pour toutes les autres missions. Pour vous mettre en contexte, comme vous avez pu l'entendre et le voir dernièrement, des directives ministérielles ont été émises. Des changements ont été effectués quant aux mesures de prévention et de gestion des cas de la COVID-19. La notion de centre désigné COVID-19 a été retirée. Les usagers doivent être pris en charge dans leurs installations respectives. Ceci est nouveau pour certains centres, c'est donc pour cette raison que cette capsule a été élaborée. Par contre, pour certains cas complexes de COVID-19 de soins intensifs ou requérant des soins intensifs spécialisés, des transferts pourraient s'effectuer vers l'Hôtel-Dieu de Lévis. La notion de traitement, chaude, tiède ou froide, devrait être limitée à l'espace usagé et ce, comme toute autre maladie infectieuse. Une zone définie comme étant minimalement une pièce fermée, une chambre individuelle, une salle d'examen, de traitement ou de prélèvement, ou encore un rayon de 2 mètres autour de l'usager. La situation est évolutive et nous devons nous adapter rapidement. Ces notions sont basées sur les dernières données et les meilleures pratiques à ce jour. Au cours de la formation, nous ferons référence à plusieurs documents pertinents qui seront regroupés de façon à être utilisés rapidement via l'intranet. Les informations vous seront fournies via note de service lorsque le dépôt sera complété. Au cours de la formation, nous aborderons les notions suivantes. Un rappel sur les mesures de prévention et contrôle des infections, les signes et symptômes cliniques de la COVID-19, l'évaluation et la surveillance requises. Nous aborderons également les grandes lignes du guide de surveillance de l'oxygénothérapie à haut débit chez l'adulte, soit via Airvo ou Optiflow selon vos milieux. Et comme mentionné, des outils cliniques vous seront proposés tout au long de la formation. Pour ce qui est des mesures de prévention et contrôle des infections, l'hygiène des mains doit être effectuée de façon rigoureuse. Les 4 moments pour l'hygiène des mains sont avant de toucher à l'usager ou à son environnement, avant une intervention aseptique, après un risque de contact avec du liquide organique et après un contact avec l'usager ou son environnement. De plus, l'application des précautions additionnelles doit être adéquate. Dans la prochaine diapo, je vous présenterai les affiches possibles lors de cas de COVID-19. Il est également important de mettre en évidence ces affiches selon le type de précaution. Dans les cas de COVID-19, les précautions additionnelles possibles sont gouttelettes contact avec protection oculaire et aérienne contact renforcé. La mise en place et le retrait des équipements de protection individuelle doivent être faits selon les bonnes pratiques. Vous pouvez toujours vous référer aux vidéos de référence disponibles sur l'intranet en cas de besoin. Le personnel de l'hygiène-salubrité demeure des collaborateurs dans le processus, tout comme lors des autres maladies infectieuses nécessitant leur support. Ils veilleront à l'application rigoureuse de la désinfection des équipements de soins et à la désinfection quotidienne et terminale de la chambre. Pour ce qui est de la désinfection du petit matériel, il est de la responsabilité du personnel soignant de s'en assurer. Voici les 2 affiches possibles d'utiliser pour les cas de COVID-19. Lorsqu'il n'y a pas d'intervention médicale générant des aérosols, vous devez utiliser la fiche des précautions gouttelettes contact avec protection oculaire. Il est important de noter que suite à des recommandations de la CNE-SST, vous devez porter le masque N95 pour les usagers COVID-19 en suspicion ou positif, même s'il n'y a pas d'IMGA. Lors de situations où il y aurait des interventions générant des IMGA, vous devez alors utiliser la fiche de précaution aérienne contact renforcée. À ce moment, l'usager doit être placé dans une chambre avec la pression négative et la porte de celle-ci doit demeurer fermée en tout temps. Les affiches sont disponibles sur vos unités de soins dans les endroits dédiés et également sur l'intranet.
Pour ce qui est de la gestion des interventions médicales générant des IMGA, vous avez un outil à votre disposition qui vous aidera à appliquer les bons niveaux de précaution selon le type d'IMGA et selon le statut infectieux. Dans l'intranet, il y a également des capsules de formation portant sur les IMGA qui peuvent être utiles. Comme nous le mentionnons plus tôt, les pratiques entourant la gestion des cas de COVID-19 évoluent rapidement. Il est donc important de s'assurer d'avoir toujours la dernière version de cet outil pour en faire l'analyse. Celle-ci sera disponible en hyperlien dans le document synthèse de référencement d'outils cliniques pratiques pour l'infirmière sur l'intranet dans la section Coronavirus, évaluation et surveillance clinique. Maintenant, voici les signes et symptômes cliniques de la COVID-19. Les plus fréquents sont l'hyperthermie en haut de 38 degrés Celsius contrôlée par voie rectale, une toux sèche récente ou une augmentation d'une toux chronique, de la difficulté respiratoire, une perte soudaine de l'odorat sans obstruction nasale. Les autres symptômes possibles sont de l'essoufflement, une production importante d'expectoration, de la fatigue non habituelle, une perte d'odorat ou de goût, des diarrhées et des vomissements, un mal de gorge, des céphalées ou de la faiblesse. En ce qui concerne la clientèle gériatrique, on y retrouve des signes atypiques qui ne sont pas à négliger. Il peut y avoir un changement soudain dans l'état mental, c'est-à-dire que la personne âgée peut être plus confuse, plus somnolente, sembler désorganisée ou sembler ne plus être la même personne. Il peut également y avoir une perte d'autonomie, comme par exemple des chutes, l'apparition d'incontinence non connue, l'incapacité à participer aux soins comme elle le faisait. On peut aussi voir des changements de comportement tels que de l'agitation, de l'agressivité, de l'irritabilité, une perte d'appétit ou une perturbation du sommeil. Pour la personne âgée, on doit être vigilant par rapport aux symptômes atypiques car ils ont tendance à apparaître même avant les symptômes les plus typiques de la maladie. Il est également nécessaire de bien connaître comment notre personne âgée était avant son épisode de soins afin d'être en mesure de voir si c'est un comportement nouveau ou si c'est un comportement habituel pour elle. Pendant la pandémie, des notes de service ont été acheminées afin d'outiller le personnel soignant sur des mesures préventives à mettre en application en temps de pandémie en référence à l'acronyme ENNE. Celles-ci peuvent être utiles dans la gestion d'un cas de COVID-19 chez une personne âgée. Ces notes de service sont accessibles via la section AAPA dédiée sur l'intranet, section Notes de service. Pour ce qui est de la clientèle pédiatrique, les symptômes ressemblent à ceux de l'adulte, mais avec des petites différences. Pour les enfants de 6 mois à 5 ans, les symptômes les plus fréquents sont de l'hyperthermie en haut de 38,5 degrés Celsius contrôlée par voie rectale, des symptômes respiratoires tels qu'une nouvelle toux ou une toux aggravée, de l'essoufflement ou des difficultés respiratoires, de la rhinorrhée ou congestion nasale ou mal de gorge accompagné d'hyperthermie modérée, c'est-à-dire 38 degrés Celsius par voie rectale, des douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée accompagnés également d'hyperthermie modérée. Parfois, chez l'enfant de 3 à 17 ans, l'apparition de manifestations cliniques compatibles avec la COVID-19 précéderait de 3 à 6 semaines l'apparition du syndrome inflammatoire multisystémique. Il se manifeste par les symptômes suivants: un choc toxique ou cardiaque, des douleurs abdominales et des symptômes gastro-intestinaux, de l'hyperthermie, des vascularites douloureuses aux orteils ainsi qu'aux pieds, des éruptions cutanées. Également, une forme atypique de la maladie de Kawasaki peut se développer chez les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans. Celle-ci se manifeste par les symptômes suivants: de l'inflammation du système cardiovasculaire, de l'hyperthermie persistante, un ou des changements au niveau des muqueuses buccales, un érythème des conjonctives oculaires, une lymphadopathie cervicale, de l'édème palmaire et plantaire, ainsi que des éruptions cutanées. Pour ce qui est de l'évaluation et des surveillances cliniques requises pour les usagers atteints de la COVID-19, il est important de savoir que cela demeure une admission habituelle telle que vous êtes habitué de planifier.
À l'arrivée de l'usager sur l'unité de soins, il sera important de documenter la présence de signes et de symptômes de la COVID-19, de documenter les signes atypiques possibles lorsqu'ils sont présents, d'effectuer l'examen physique pulmonaire et ou tout autre examen physique pertinent. À noter qu'à l'intérieur du document synthèse de référencement d'outils cliniques qui vous sera fourni, vous aurez accès à un guide d'application d'examen physique pulmonaire qui peut être utile afin de bien réaliser votre examen et ainsi vous permettre de bien structurer votre note clinique en documentant les informations pertinentes. Aussi, vous devrez évaluer l'état mental de votre usager, c'est-à-dire son état de conscience, sa capacité d'attention, ainsi que son orientation. Dans l'intranet, à la section Évaluation clinique physique et mentale, il y a de la documentation intéressante qui peut vous servir de référence aux besoins. Aussi, tout comme les autres admissions et selon le secteur dans lequel vous travaillez, vous devrez procéder à la collecte de données initiale. Il sera alors important de bien l'analyser afin de déceler tous les risques potentiels de déclin durant l'épisode de soins. Par la suite, s'il s'agit d'un usager de plus de 75 ans ou un usager présentant un profil gériatrique, le profil des signes aînés devra être débuté. En complétant la collecte de données initiale, celle-ci vous dressera un portrait global sur l'autonomie de votre usager. Vous serez donc en mesure d'effectuer le repérage et, au besoin, le dépistage des facteurs de risque de chute selon le programme de prévention des chutes en vigueur. Vous devrez évaluer le risque de développer une lésion de pression selon l'échelle de Braden et mettre en place des interventions préventives. Suite à vos observations, vos constats et vos évaluations, vous serez en mesure d'élaborer ou d'ajuster le plan thérapeutique infirmier. En cours de séjour, à chaque heure de travail, il sera important de documenter les signes et symptômes de la COVID-19, d'évaluer son état mental, de documenter s'il y a un changement au niveau de son comportement, de son autonomie ou de son état mental, et d'effectuer l'examen physique pulmonaire et ou tout autre examen physique pertinent. On doit garder en tête que le jugement clinique de l'infirmière prévaut toujours. Pour ce qui est de la fréquence des signes vitaux, elle pourra être individualisée selon l'évaluation et la surveillance clinique requise, à moins d'une ordonnance différente du médecin ou de l'infirmière praticienne spécialisée. Il est important, tout au long du séjour de l'usager, de considérer les symptômes gériatriques que nous avons vus un peu plus tôt, ainsi que de considérer des conditions médicales associées telles que la MPOC, l'insuffisance cardiaque ou tout autre facteur de risque pouvant avoir un impact sur la condition de l'usager. Tout au long de votre corps de travail, il sera important d'ajuster le PTI de l'usager en fonction de vos observations, vos constats et de vos évaluations. Lorsqu'il y a une détérioration de l'état clinique de l'usager atteint de la COVID-19, il est important d'effectuer l'examen physique pulmonaire ou tout autre examen physique pertinent selon la situation, d'ajuster les paramètres de surveillance ainsi que leur fréquence, d'évaluer tous les facteurs de risque selon la condition physique et mentale de l'usager, d'aviser les autres professionnels qui gravitent autour de l'usager afin de les aviser de la situation, ainsi que d'ajuster le PTI selon les observations, les constats et les évaluations réalisées. Lorsqu'il y a une détérioration et que les concentrations en oxygène habituelles ne sont pas suffisantes, il se peut que l'oxygénothérapie à haut débit, soit via l'Airvo ou l'Optiflow, soit envisagée. Ce système d'humidification chauffée permet de liquéfier les sécrétions. Il favorise les échanges gazeux, il diminue les risques d'infection et surtout, il favorise une meilleure saturation en oxygène pour l'usager. Un guide de surveillance a été élaboré en collaboration avec les inhalothérapeutes afin de soutenir le personnel dans l'application de ce système. Le guide contient les informations suivantes: la définition du système, les indications pour les usagers de niveau de soins A et B, les indications pour les usagers de niveau de soins C et D, les contre-indications, le suivi interdisciplinaire, le suivi requis en inhalothérapie, les surveillances infirmières à l'admission et à chaque début de corps de travail, ainsi que les suivis subséquents aux heures. Ce guide sera disponible également via la tuile Évaluation et surveillance clinique sur l'intranet dans la section Coronavirus.
À noter que pour la clientèle pédiatrique, il est demandé de se référer au protocole et aux ordonnances déjà en vigueur. En terminant, nous espérons que cette capsule de formation puisse vous être utile dans la gestion des cas d'usagers atteints de COVID-19. Merci.